Bonjour à tous, je suis Johan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarche artistique, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, dans Blue Hour, je ne reçois pas un, mais deux invités. L'une est modèle nue. Elle a déjà posé pour Playboy Magazine et a d'ailleurs été élue Muse Playboy du mois d'octobre en 2018. Elle compte 250 000 abonnés sur Instagram, où elle interagit régulièrement avec les personnes qui la suivent et qui la connaissent sous le nom d'artiste Miluniel. Car Miluniel n'est pas que modèle, elle est également photographe et vit aujourd'hui de ces deux activités qui, nous le verrons, peuvent tout à fait être complémentaires. Mon deuxième invité est un photographe de nu, ou un photographe boudoir, ou peut-être même un photographe érotique. Lui-même n'arrive pas à se définir exactement. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il aime photographier le corps des femmes. Julien Larivière s'est mis à la photographie il y a quelques années à peine, mais a pu se faire un nom assez rapidement, notamment sur Instagram, où il est suivi par plus de 50 000 personnes. Malgré tout, il a décidé de privilégier sa carrière à l'armée belge et de garder pour le moment la photo comme hobby. Il va nous expliquer pourquoi. Miluniel, Julien, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir, je suis vraiment ravi de vous avoir tous les deux ici. Est-ce que peut-être vous pouvez commencer par vous présenter tous les deux, nous raconter votre parcours ? Donc moi c'est Julien, j'ai 34 ans, je vis à Liège et j'ai commencé la photo il y a quelques années, plus ou moins 5-6 ans. Et voilà mon parcours simplement. Okay. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je profite de mes voyages pour faire des photos et je pense que c'est un avantage dans mon milieu de hobby et d'amateur. Tu vas nous expliquer tout ça en détail. Miluniel. Oui, donc moi c'est Miluniel. Je suis née en Belgique, j'ai 32 ans. J'ai commencé à étudier l'infographie puis la photographie. C'est plus ou moins à ce moment-là aussi que j'ai commencé à poser en tant que modèle. J'ai pas mal voyagé, donc ça m'a ouvert pas mal d'opportunités par rapport à ça. Mais je pense qu'on va en dire un peu plus durant le programme. On va rentrer dans les détails tout de suite d'ailleurs, parce que j'ai une première question pour Julien. Dans mon intro, je disais qu'il était difficile de mettre une étiquette sur ton travail. Tu vois, on ne sait pas trop si tu es un photographe de nu, de boudoir, photographe érotique. Est-ce que peut-être tu pourrais nous expliquer, selon toi, quelle est la différence entre ces trois styles ? Est-ce qu'il y a une vraie différence d'ailleurs ? Je pense qu'il y a une différence. Pour moi, le boudoir, c'est vraiment la partie salon chic, richesse, des femmes fort maquillées, rouge à lèvres marquées, des lingeries fort en dentelle. En tout cas, c'est ma vision. L'érotique, ça doit laisser place aussi à un certain imaginaire. Donc, on peut faire une photo érotique où on ne voit pas grand-chose finalement, et le spectateur va se laisser emporter dans sa propre imagination. Et le nu, ça peut être ouvert à plein de choses, pour moi en tout cas. Et j'essaie d'être au milieu des trois. Ok, Miluniel, est-ce que tu veux réagir peut-être ? Je suis curieux d'avoir ton avis aussi sur la question. Je pense que c'est vraiment très difficile de définir les styles photographiques qui parfois se rejoignent. On ne sait pas trop comment les délimiter. Par exemple, je fais de la photographie de nu artistique, parfois un peu plus érotique tout en cachant toujours. Je n'ai jamais fait d'open legs comme on dit. J'essaye de garder une certaine intimité. Parfois de la lingerie est limite plus sexy que du nu. Ça dépend de la lumière, ça dépend de la façon dont le photographe gère la photo. Ça peut être très artistique, ça peut être plus sensuel, classique. Ça peut partir un peu dans tous les sens en fait, j'ai l'impression. Du coup, c'est pour ça que c'est difficile pour nous de bien définir ce style de photo. De catégoriser. Moi, j'avais l'impression, en faisant des recherches sur ce podcast, que la photo de boudoir, c'était vraiment la photo qui met en avant la lingerie avant tout, quoi. Oui, je dirais que c'est vraiment glamour, plutôt boudoir. Glamour, ok. Tu es assez d'accord avec ça ? Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Et il y a tellement de styles de photos différentes pour mettre en avant le corps féminin. Donc, perso, moi, j'aime vraiment bien essayer de marier un peu l'architecture et le jeu d'ombre avec un corps féminin, que d'autres vont mettre en avant la lingerie ou vulgairement une paire de fesses ou
ce qui m'intéresse moins, quoi, disons. Ok. Alors, dans chaque épisode, je demande à mon invité de venir avec un objet important dans sa vie et également de présenter une photo qu'il a prise et qui lui tient à cœur. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai 2 invités. Donc, j'ai demandé à Miluniel de venir avec un objet et à Julien de nous parler d'une photo. Qui veut commencer? Comme tu veux. Vas-y. Ok. Bah, moi, je suis venu avec 2 photos. Ouais, t'es venu avec 2 photos du coup. Je suis venu avec 2 photos. La première, c'est d'une modèle allemande qui vient de Hambourg. Et c'était vraiment au tout début pour moi. Et je voyais déjà beaucoup et je profitais lors de mes voyages pour faire des photos. Et c'est une des premières modèles, je veux dire, importantes qui a accepté de me... Et j'étais trop content, quoi. J'étais vraiment sur mon petit nuage quand elle a dit oui. Ça, c'est la photo où on voit la modèle couchée sur Ouais, le dans dos, son c'est lit. ça? Ouais. Ok. Et donc, elle m'a invité chez elle. C'était marrant, il y avait son copain qui était de l'autre côté du mur, alors que d'habitude, je vais vraiment seul. Et je pense que ça fait partie de mes 10 premières modèles. Donc, un bon souvenir, quoi. Un bon Un souvenir de super carrière. bon souvenir. J'entretiens de bons contacts avec elle. Je l'ai refotographiée. Et en plus, j'aime vraiment bien cette photo. Donc Ok. Et la deuxième photo? la deuxième photo, c'est une de Miluniel, où c'est notre dernier shooting ensemble, dans un hôtel à Liège. Et pour moi, je l'ai choisi parce que ça marquait, déjà parce qu'on a fait une couverture dans un magazine. Cool. Donc j'étais super content. Et c'est une autre série, donc c'est Nightcrawlers. C'est pour moi une ambiance de nuit, ambiance d'hôtel, très orange, très orangé. Et pour moi, ça marque ma vie un peu sur le côté donc je profite des fois de prendre une chambre d'hôtel parce que je vais à une soirée et en fait, je fais venir une modèle, je fais des photos. Et ça, c'est une série qui marque un peu cette partie-là de ma vie. Le fait que ce soit une photo si chaude, d'un point de vue balance des blancs, je veux dire, ça peut être chaud dans tous les sens du terme en vrai, mais ici qu'elle soit si chaude, si orangée, c'est un choix artistique. Pourquoi est-ce que Ouais, c'était complètement artistique. Donc je cherchais aussi de faire du rouge en fait, faire un fond rouge. Pour moi, c'était trop marqué sur les photos. Et j'ai trouvé, un peu par hasard, mais ça a été travaillé au fur et à mesure des shootings, ce ton orange qui me plaît beaucoup en fait. Et ça reste chaud, ça fait un peu ambiance feu, ça reste... Ouais, j'aime beaucoup cette série-là, qui n'est pas finie. Ok, Mais avec le Covid, on a dû un peu stopper tout ça. bien sûr. Mais Miluniel, c'est le dernier shooting de cette série-là, avant le Covid, que j'adore et qui a été publié, republié partout. Donc, j'en suis assez fier. Ouais. Bravo, félicitations. Merci. Et toi, Miluniel, du coup, tu es venu avec un objet? Oui, quand tu m'as demandé d'apporter un objet, j'ai tout de suite pensé à mon appareil photo. Je sais, ça fait vraiment cliché, mais c'est un objet qui est pour moi super important parce qu'il exprime les 2 facettes de moi, la partie photographe, la partie modèle, et je fais aussi beaucoup de d'autoportraits. J'ai tendance à parler en anglais, donc parfois Des selfies, des self-portraits, ouais. Et oui, du coup, ça fait vraiment partie de ma vie au quotidien. Ok, bah, très bien. Peut-être pour ceux que ça intéresse, c'est quoi comme appareil photo? Alors, ce n'est pas non plus un super appareil photo, j'aimerais bien pouvoir changer, mais ça coûte quand même assez cher. Et pour le moment, je m'en contente. C'est un Canon 6D. Ok. Avec, j'ai 3 objectifs que j'utilise régulièrement. Mon préféré étant le 50 mm. Ok, nickel. Parlons vraiment de votre métier à tous les deux. J'ai une première question pour Julien. Avant de te lancer dans la photo, donc tu dis ça fait 5-6 ans là que tu as commencé, avant de te lancer dans la photo, dans la photo de nu en tout cas je veux dire, est-ce que tu t'es essayé à d'autres styles ou bien est-ce que la photo de nu, la photo boudoir, ça a été une évidence directement pour toi? Ouais. En fait, il y a déjà très longtemps, j'aimais ça, le corps féminin. Je voulais même être dessinateur. Ok. Donc, et mon père m'a dit termine tes études d'abord, puis on verra, avant de te laisser aller à tes hormones. Non, et puis j'ai eu une copine. Je me suis acheté un appareil photo et j'ai eu une copine qui n'était pas trop d'accord que je me lance dans ce genre de photos. Donc j'ai fait pas mal de paysages, mais en fait ça m'amusait pas du tout. Ok. Donc tout mon matériel a été revendu. Et là, ça fait 6 ans que je suis avec ma compagne, que j'adore, et qui me laisse m'épanouir dans ses hobbies. C'est une partie importante. Et
Et voilà. Tu as déjà fait un peu de portrait au tout début ou directement dès que tu as commencé à shooter des humains? Pas vraiment. Pas c'était vraiment. du nu. Ouais, je me suis tenté directement. Donc, j'ai fait un workshop. Ok. Donc, c'est quelque chose de complètement organisé. Dans ce domaine-là Dans ce particulièrement? domaine-là, oui. Et j'ai apprécié. Les photos me plaisaient. C'était complètement différent de ce que je fais maintenant. Mais ça me plaisait et je me suis lancé, en fait. Tu as fait un workshop avec qui? Avec Mimsi. Ok, ouais. Mimsi. Qui est un photographe de la région aussi, si je m'abuse. De la région liégeoise, si Ouais. je me trompe pas. Ouais. Et ouais, mon frère m'avait prêté un appareil photo qui n'avait pas d'autofocus. C'était complètement galère. Mais voilà, ça m'a permis de me lancer, d'acheter mon propre appareil et ouais, de commencer ça. Et de découvrir ce monde. Ouais, et je m'en suis pas lassé encore. Ok. Bon, bah, j'espère que tu vas pas t'en lasser de si vite non plus. C'est très intéressant. Toi, Miluniel, comment est-ce que tu t'es lancé comme modèle? Est-ce que, enfin, ma question va peut-être paraître un peu naïve, mais est-ce qu'un jour on se dit je vais faire carrière en posant nu, ou bien tu commences à y aller crescendo? D'abord tu fais le modèle habillé, et puis en lingerie, et puis finalement nu? Non, pas du tout. Pour être honnête, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Je connaissais les modèles en agence, des modèles qui présentent des vêtements, qui font des défilés, etc. Je ne savais pas du tout qu'il y avait tout un marché sur le côté. Et donc tes débuts, ouais, c'était comment? Je suis un peu gênée de mes débuts. Quand j'étais j'étais fort jeune, j'ai participé à un concours de Miss et j'avais gagné. Du coup, par la suite, il y a un photographe qui m'a contacté, qui m'a proposé une séance photo. J'y ai un peu réfléchi et puis je me suis dit, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Une séance photo habillée alors déjà? C'était habillé. Ouais. Ok. Donc voilà, c'était ma première séance photo. J'avais déjà fait de la lingerie lors de cette séance et je me sentais vraiment à l'aise dans mon corps malgré le fait que j'ai beaucoup de complexes. J'avais l'impression de pouvoir me libérer un peu en étant modèle. Du coup, petit à petit, j'ai posé avec de plus en plus de photographes, mais toujours en tant que hobby. Mais en parallèle, j'étudiais la photo, donc j'avais l'occasion de tester un petit peu les deux côtés. Ok. Et puis un jour, un photographe de la région liégeoise m'a dit « Mais tu sais, Miluniel, tu pourrais vraiment gagner ta vie en faisant ça. Il y a des modèles qui sont payés pour poser. » Et je me suis dit « Ah bon ?» Et ça remonte à quand, ça, plus ou moins? Ça fait longtemps, je sais plus très bien. Je crois que j'ai commencé il y a plus ou moins 10 ans, donc... Donc bien avant l'explosion d'Instagram et des réseaux sociaux. Exactement, quoi. Okay. Ça fait longtemps. Et du coup, au début, j'ai commencé à poser pour des workshops dans la région. Parfois, j'ai posé pour des clubs photos. Donc, c'était souvent de la région liégeoise. Et puis, j'ai commencé à travailler un peu plus en Belgique, un peu partout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est quand même difficile de se limiter à la Belgique. Il n'y a pas énormément de photographes. J'aimerais beaucoup essayer de travailler d'abord à Paris. Mais j'avoue que j'avais vraiment peur parce que j'ai entendu pas mal d'histoires de photographes pervers qui essayent d'abuser des filles, etc. J'avais peur de me retrouver à Paris, loin de chez moi, et de me retrouver dans une situation où je n'avais personne pour me défendre. Donc, finalement, j'y suis allée. J'y suis allée avec mon ex parce que sa présence me rassurait. Il n'est pas resté pendant les séances photos, mais je savais qu'il était là en cas de problème. Au cas où, quoi, ouais. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai commencé à rencontrer plein de monde. J'ai adoré travailler avec des photographes qui avaient des approches très différentes. J'ai appris pas mal de choses aussi pour mon activité de photographe parce que je pense que ce qu'on apprend à l'école, voilà, c'est les bases. Après, chacun travaille avec sa propre manière de gérer la lumière, de gérer les cadres. Et c'était vraiment super enrichissant. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à agrandir mon cercle. Donc, j'ai travaillé d'abord en France, puis j'ai travaillé en Allemagne, aux Pays-Bas. D'ailleurs, j'ai travaillé pour la première fois pour Playboy Pays-Bas en 2015, donc ça fait déjà longtemps. Cool, on va reparler avec ton shoot avec Playboy. Mais donc, concrètement, tu t'es pas dit un jour, je vais devenir modèle nu, quoi. Ça s'est fait... Non, ça s'est fait petit à petit. Ouais, ok. Voilà. Très bien. Tiens, question pour tous les deux. Comment est-ce que vos métiers respectifs sont perçus par votre entourage proche, par votre famille, par vos conjoints? Est-ce qu'ils sont super compréhensifs ou c'est un sujet un peu d'incompréhension? Quand tu parles de métier, c'est photo. Ouais, du coup, ouais, photo. Ouais, on parle de photographe. Pour moi, c'est complètement accepté. C'est complètement accepté parce que je le vis bien, je cache rien. Donc, je pense même à ma compagne.
Elle sait avec qui je vais faire des photos, elle va voir toutes les photos après, j'ai rien à cacher, elle voit bien que c'est plus un hobby artistique que quelque chose de malsain. Pour ma famille, ils ont complètement accepté aussi. Et dans mon travail, bon, il n'y a aucun souci non plus, et les gens se sont intéressés. Donc, pour moi, j'ai pas de problème vis-à-vis de ça. Ok, très bien. Et toi, Mylène? Pour moi, ça a été un peu plus compliqué. Je viens d'une famille plutôt traditionnelle, pas trop ouverte à l'art. Et du coup, le fait d'être modèle, il n'avait pas trop de problème avec ça. Mais quand j'ai commencé à faire des photos de nus, je n'ai pas osé leur en parler, en fait. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser un surnom pour ne pas que ma famille découvre les photos que je faisais sur le côté. Ouais. Parce que j'avais vraiment peur du conflit, de la façon dont ils me regarderaient. Et même auprès de mes amis, ça a été un peu compliqué. Je me rappelle d'une amie qui m'a dit « Et quoi, la prochaine fois, tu poseras nu ?» Et en moi-même, je me suis dit « Mais en fait, je le fais déjà, c'est juste que j'ose pas le montrer. » Et puis, je me suis plus ou moins affirmée. Déjà, tout le monde a fini par être au courant, parce que les rumeurs vont vite. Ta famille aussi Ma famille aussi. Un jour... au départ, ma mère me faisait des petits commentaires, genre... par exemple, j'ai travaillé à un moment donné dans un magasin de vêtements, et puis il y avait une fille dénudée, mais c'était un peu vulgaire, et puis ma mère me disait « tu vois, c'est le genre de photo que tu pourrais faire, quand même, tu pourrais faire mieux. » Ah ouais, petite pique méchante, quoi. Je me sentais pas très à l'aise. Mais puis, au fur et à mesure, mes parents ont vu ça différemment. J'ai participé à des expositions où c'était vraiment très artistique, donc ils ont pu voir une autre facette que celle de la séduction à travers Playboy, etc. Et je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Maintenant, c'est plus du tout un sujet tabou, ni avec mes amis, ni avec les personnes que je rencontre, ni avec ma famille. Et tout le monde me supporte parce que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. Est-ce qu'après un shooting, tu vas délibérément montrer alors ton travail à tes parents, par exemple? Ou là, ça reste toujours un peu... Non, ça m'arrive de le faire quand j'aime bien les photos. Parfois, ils me demandent même comment ça s'est passé, on peut voir les photos. Donc, ils sont ultra ouverts, quoi. Et même pendant le confinement, j'avais besoin de quelqu'un pour prendre des photos Instax de moi, parce que je les vendais sur mon Patreon. Et c'est ma mère qui s'est chargée de prendre les photos. Et j'étais un peu vraiment timide au départ. Et puis, elle était à fond dedans. Elle me disait « Allez, oui, un peu comme ça. » Ah bah c'est ultra cool. Je pense de toute façon, les gens qui voient ça d'un mauvais œil sont, par nous, notre manière d'interagir avec notre travail, sont vite calmés, en fait. Je pense qu'il y a des fois des gens qui disent « Ouais, c'est quand même bien ce que tu fais. » Ouais, mais si tu savais... Enfin, ça me branche pas vraiment de regarder la modèle. Moi, je viens pour faire c'est une démarche plus artistique qu'autre chose. Donc, et souvent, ils sont calmés par rapport à ça, pour les rares personnes. Ouais, après il se pourrait tout à fait que vos conjoints soient aussi très jaloux par rapport à ça. Comment est-ce que ça se passe d'ailleurs avec vos compagnons actuels ou vos ex? Est-ce que ça s'est déjà mal passé? Le compagnon avec lequel j'étais quand j'ai commencé à faire de la photo ne supportait absolument pas que je me découvre un petit peu. En fait, je pense qu'en col roulé, ça allait, mais si j'étais en lingerie, ça n'allait pas du tout. Et je pense que ça a été un sujet de dispute constant, et on a fini par se séparer, pas seulement à cause de ça, mais en grande partie. Parce que c'était ma passion et j'avais pas du tout envie d'être freinée là-dedans. Maintenant, je suis avec un compagnon qui était au courant de tout ça avant qu'on commence à se voir. Et il me soutient vraiment à fond dans mon travail. Très bien, bah c'est cool. Moi, j'ai aucun souci non plus parce que je ne cache rien, puis je l'inclus aussi. J'ai déjà fait des workshops où elle est invitée, donc elle voit très bien. Et elle a déjà souvent dit la phrase que je ne regarde pas ma compagne comme je regarde une modèle, donc quelque part ça la plaît aussi, ça lui plaît. Ok, ça la rassure. Ça la rassure, ouais. Et je l'inclus dans tout ce qui peut être partout où elle peut être inclus. Donc, si on va voyager pour faire un shooting avec une modèle, elle vient avec, et finalement, on passe un city trip, je sais pas, à l'extérieur, et moi, j'en profite pour faire mes photos. Donc, il n'y a aucun souci. Très bien. Il n'y a rien de caché, donc je pense que c'est ce qui la rassure aussi. Il n'y a rien à faire, la photo de nu reste un sujet assez tabou, et même lorsqu'on connaît des gens qui ont déjà posé nu ou qui photographient nu, c'est pas toujours simple de leur poser des questions, leur demander un peu les coulisses d'un shooting, comment ça se passe, peut-être
par peur de paraître un peu obsédé ou pervers, j'en sais rien. Mais vu qu'ici, on est dans Blue Hour et que c'est un podcast qui traite du métier de photographe sans tabou, du coup, je vais vous poser 2-3 questions par rapport à ces shootings. Comment ça se passe? Moi, je suis assez curieux. Julien, par exemple, ton premier shooting, tu en as vite fait parler avec la photo que tu nous as présentée. Comment ça s'est passé la première fois que tu as shooté un modèle nu? La première fois que j'ai fait c'était pas du nu, mais de mes premiers modèles, c'était topless. Et je crois que j'étais beaucoup plus stressé qu'elle. Donc... Ouais. Mais on se dit, je me mets à ta place, je me dis, ouais, quoi. Justement, moi, je voulais vraiment avoir une démarche artistique et je voulais vraiment pas passer pour un pervers. Et j'étais plus stressé par rapport à ça qu'autre chose. Mais les photos il y a eu un bon rendu finalement. Et il faut assez démystifier le shooting, quoi. Il y a rien de pervers, il y a rien à voir d'exceptionnel. Est-ce que tu peux peut-être expliquer comment ça se passe? Est-ce que la prise de contact avec le modèle ou inversement, la prise de contact du modèle avec le photographe, est-ce que c'est quoi les échanges qu'il y a avant, par exemple? Si je reviens avec Millenial, par exemple, c'est moi qui l'ai contacté et j'étais aussi sur mon petit nuage quand elle m'a répondu. Et le premier shooting qu'on a fait, c'était chez moi. Donc elle est venue et moi je laisse toujours, on a fait contact. Je laisse toujours une petite partie intime pour elle, pour qu'elle puisse se changer, se préparer. Peut-être que tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas, pour moi, c'est une priorité. Pour toi, c'est important aussi? Oui, c'est très important. Ok. Même si ça me dérange pas trop, en réalité, de me changer, le fait que le photographe me laisse une partie d'intimité me rassure et je trouve ça plus professionnel et plus rassurant. Mmh. Ouais. Et puis, j'explique un peu mon projet, déjà avant qu'elle se présente sur le lieu du shooting, mon projet. Et puis, simplement, ça se fait, pour moi, en tout cas, ça se fait tout seul, quoi. J'explique où est-ce que j'aimerais bien qu'on fasse des photos, dans quel sens. Et, tout ça, c'est durant la prise de contact avant ou c'est une fois que le modèle arrive? Pendant. Ah ouais, il y a avant, j'explique mon projet. Maintenant, j'ai de moins en moins besoin de le faire, sauf quand c'est un projet particulier. Et sur le moment même, je laisse beaucoup d'intimité, beaucoup de distance. Et ça, je pense, ça se fait tout seul, en fait. Mais il n'y a rien d'extraordinaire en backstage, on va dire. C'est ça. Et typiquement, un shooting avec une modèle, ça dure une demi-journée, une journée entière, 1 heure? Pour moi, c'est 2 heures, c'est la norme. S'il y a une super lumière, que je suis en forme et que la modèle aussi, ça peut durer 2h30, 3 heures, mais c'est assez exceptionnel. On va dire 2 heures, pour moi, c'est la norme. Tu confirmes que c'est aussi la norme souvent Ah non, pour moi, ça varie vraiment. Okay. Il y a de tout. Okay. Ça dépend vraiment des photographes. Ça peut durer une journée entière? Parfois, ça dure même plusieurs jours, en fait. Ouais. Quand c'est un voyage à l'étranger, où on doit se déplacer d'un lieu à un autre pour faire des photos avec des paysages différents. Je dirais que c'est souvent vrai. C'est vrai qu'en réalité, il y a beaucoup de séances qui durent 2-3 heures. Après, quand ils ont envie d'essayer différentes choses ou qu'ils sont pas trop sûrs de ce qu'ils font, qu'ils ont juste envie de tester, ils prennent plus leur temps, ils m'engagent pour une demi-journée, une journée, voire plus. Mais tout ça, oui, on en parle avant, bien sûr, parce que je voudrais pas me lancer dans un projet d'1 semaine avec un photographe que je ne connais pas et avec qui le contact ne passe pas trop. Non, j'imagine. Mais du coup, lors d'un shooting, c'est quoi la part de direction de la part du photographe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un peu de place pour l'improvisation de la part du modèle? Je pense que c'est fort différent en fonction du photographe. Ouais. Oui. J'ai tendance à beaucoup m'adapter aux photographes parce qu'il y en a qui ont vraiment leur idée, Il y a des photographes qui vont jusqu'à dire place ton bras là, mets ta main là, et ils ont vraiment une idée concrète de ce qu'ils veulent. Et il y a des photographes qui sont un peu plus perdus ou qui ont envie de laisser la modèle travailler. Et là, on se lance un peu plus dans des mouvements qu'on aime bien. On essaye d'être dans une certaine mood et je sais pas comment expliquer. On essaie de créer un univers auquel le photographe, qui pourrait inspirer le photographe. C'est ça, ouais. Tu t'adaptes en fait à l'univers du photographe, quoi. Parfois, ils n'ont pas d'univers. Non, ouais. C'est pas pour être méchante, mais il y a des photographes qui sont juste là avec leur appareil photo et ils savent pas quoi faire. Donc c'est plutôt moi qui vais essayer de le guider, lui dire près de la fenêtre il y a une jolie lumière, on pourrait faire ce genre de pose. Et puis il y a des photographes qui sont plus professionnels et qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire, donc forcément on s'adapte un peu plus à leur méthode. Je
je m'adapte vraiment en fonction du photographe. Ils ont tous leur manière de travailler différente. Et toi, Julien, tu es plutôt assez dirigeant avec tes modèles ou Moi, je pense que je suis un peu au milieu. Ouais. Je pense que je suis un peu au milieu parce que je pense que la modèle doit marquer un petit peu sa touche. Il y a des modèles qui sont vraiment marqués, comme elles ont leur style à elles, et j'aimerais aussi en profiter. Qu'est-ce que tu appelles, je suis désolé de te poser la question, mais c'est quoi le style d'un modèle? Comment est-ce que tu définis un modèle qui a un style? J'ai déjà travaillé avec des danseuses, par exemple, à Paris, et il faut profiter de leurs conditions, de leur souplesse, donc on les laisse un peu travailler. Et puis d'un autre côté, où moi je sais ce que je veux, ok, je vais la placer à tel endroit dans la lumière, je la laisse travailler, et puis quand je vois vraiment quelque chose qui me plaît, je vais travailler la position pour que ça aille dans la photo. Et puis des fois je dirige complètement, oui, il faut que tu mettes ta main là, cacher ta poitrine comme ça. Je pense être entre les deux, puis je pense qu'il faut être comme ça. C'est la manière que je préfère aussi. Ça dépend si on a des commandes très précises, par exemple pour de la lingerie, pour vraiment des gens qui vendent de la lingerie, il faut alors mettre en valeur le produit également. Et c'est des positions qu'il faut adapter. Oui, bien sûr. Ouais, il y a différentes façons, c'est sûr. Toi, Méluniel, est-ce qu'il y a des limites que tu fixes dès le début avec le photographe, avant même le début d'un shooting? Oui. En fait, j'ai pas vraiment de limite. Ce n'est que je ne veux pas montrer mes parties intimes. Ok. J'ai décidé de garder ça pour ma vie privée. J'ai pas envie d'exposer ça à tout le monde. Et j'ai aussi l'impression que quand on les voit sur une photo, on voit que ça, en fait. Je sais que ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des photos très artistiques où on peut voir, je sais pas comment les appeler de manière gentille, le minou d'une fille. Ouais, tu n'as pas besoin de prendre des pincettes. Hein, ouais. J'ai tendance à être un peu trop cash parfois, donc voilà. Non, on peut dire, on peut appeler un vagin, quoi, tout simplement. Oui. Mais non, c'est la limite que je me suis imposée. Et dès qu'un photographe essaye de dépasser cette limite, je m'affirme et je refuse. Ok. Est-ce que tu signes des contrats par rapport à cette limite? Donc, on peut parler des contrats. Il y a des contrats, forcément, j'imagine, qui vont jouer sur le côté droit de diffusion, etc. Mais est-ce qu'il y a des contrats de prévention, dans le sens où si jamais vraiment tu vas sur un shooting et que ça se passe ultra mal, est-ce que tu as quand même un moyen de te défendre après? J'avoue que je ne signe pas beaucoup de contrats. Je sais que s'il y a un problème, c'est souvent la modèle qui va avoir raison. Ouais. Mais en général, si j'ai vraiment envie que ce soit défini parce que c'est un peu entre les deux, que j'ai pas trop confiance, oui, je vais le noter sur le contrat. Mais j'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça. Et comment, du coup, tu fais pour t'assurer que le photographe que tu ne connais peut-être pas, comment tu fais pour t'assurer qu'il ne va pas essayer de dépasser les limites ou faire des gestes déplacés? Je pense qu'il faut pouvoir faire confiance et parfois on a sûrement tort de le faire. Mais quand je pose, j'essaye toujours de voir où le photographe se situe, la pose que je prends par rapport à lui et l'angle qu'il peut avoir parce que j'arrive à comprendre la partie de mon corps qu'il voit en fonction de l'angle dans lequel il est. Et donc, admettons, maintenant, moi, je suis un photographe qui débute dans le milieu, tu n'as jamais entendu parler de moi, je te contacte, je te propose un shooting. C'est quoi ta première réaction? Ma première réaction serait de demander un lien vers un portfolio, que je puisse voir des images. Ma deuxième réaction serait de contacter des modèles avec lesquels il a déjà travaillé. Si ce n'est pas le cas, j'avoue que je fais rarement confiance. Ouais. Est-ce qu'il y a une espèce de solidarité entre modèles aussi? Oui, tout à fait. Au départ, quand je me suis lancée dans la photo, je connaissais vraiment personne. Et j'étais un peu timide, je commençais à contacter les modèles, mais j'osais pas trop. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, elles étaient très ouvertes à répondre à ce genre de questions. Et maintenant, on a des groupes entre modèles où on se pose des questions par rapport aux photographes, par rapport à plein de questions. En fait, on essaie de s'entraider, c'est assez chouette. Ça, pour moi, au début, ça m'a beaucoup aidé. Il y a des modèles liégeoises qui ont accepté de faire des photos avec moi. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un réseau. Que ça tourne. Et en fait, elles se contactent en disant qu'il n'y a pas de problème. Et ça m'a ouvert des portes. Si j'avais travaillé avec toi, c'est parce que Céline Germain m'avait dit « Oh, tu peux travailler avec lui, il est vraiment chouette. »
Ouais, donc il y a vraiment finalement un bouche à oreille qui se fait et qui est important à la fois pour la modèle et le photographe, quoi. Ouais. Et je pense que quelqu'un qui enfreint un peu les règles, qui impose ou dans les discussions post-projet, pré-projet, pardon, ici, il enfreint les règles, ça marche une fois, et puis il est vite sur la liste noire. Ah oui, ça c'est sûr. Il se fait vite flaguer et c'est fini, quoi. Mais du coup, le risque, c'est effectivement comment est-ce que un photographe qui est passionné par ce milieu-là, qui veut débuter, mais qui a aucune référence, comment il fait? Parce que si le modèle ne lui fait pas confiance et comment faire, quoi? Là, je veux peut-être commencer parce que c'était mon cas. Et si je peux conseiller quelqu'un, c'est aller vers des workshops. Et en fait, tout est organisé, les modèles sont là, les photographes sont là, il y a des gens autour. Donc, peut-être l'infraction est plus difficile, on va dire. Et enfin, moi, j'ai organisé des workshops justement pour aider des jeunes. Et les règles, elles sont données dès le début. Et souvent, les modèles ne se dénudent pas dans un premier temps, justement pour voir un petit peu tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et c'est un conseil que je donnerais aux jeunes. Tu veux commencer, va dans les événements ou photographie des amis. Et tu vas te faire un portfolio et puis tu vas pouvoir montrer des photos à des modèles un peu plus professionnels. C'est comme ça que j'ai fait, en tout cas. C'est une très bonne idée. Mais je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Et c'est cool que tu abordes le sujet des workshops parce que j'avais 2-3 questions à ce sujet-là. Il y a de plus en plus de workshops photo boudoir, photo de nu qui sont organisés par des photographes populaires ou non sur Instagram d'ailleurs, hein, ou sur les réseaux sociaux. Et donc dans ces workshops, comme tu dis, ils emmènent alors ils emmènent des participants avec eux, souvent dans des endroits idylliques, voire même des fois j'ai vu qu'ils louaient des belles villas comme ça. Ils partent une semaine et en gros ils apprennent la photo érotique, la photo de nu. J'imagine, déjà, première question, j'imagine que c'est aussi une source de revenus non négligeable pour les modèles. Et vu le prix de ces workshops, j'imagine que vous êtes bien payé, ou en tout cas peut-être mieux payé qu'avec la presse. Je participe à beaucoup d'événements comme ça, effectivement. Et donc, c'est une source de revenus non négligeable, quoi, j'imagine. Oui, tout à fait. Et du coup, que penses-tu de ces workshops? Je te pose la question à toi aussi, Julien, à tous les deux, mais que penses-tu de ces workshops? C'est une vision très personnelle que j'ai, mais sachant qu'aujourd'hui, les photographes qui en proposent utilisent la plupart du temps les réseaux sociaux pour les promouvoir, mais aussi surtout la notoriété des modèles. Donc, typiquement, tu vas avoir un photographe qui va dire regardez, je fais un workshop avec Miluniel, vous la connaissez parce qu'elle a des milliers d'abonnés sur Instagram, donc peut-être que vous seriez intéressé de venir la photographier. Mais mon raisonnement, c'est le suivant, c'est que puisque ces modèles donc, ont aussi une base d'abonnés importante sur Instagram, qui vous suivent, j'imagine, majoritairement pour votre sex appeal, et pas spécialement pour les photos, la beauté des photos, mais qui vous suivent pour votre sex appeal, c'est peut-être difficile pour les photographes organisateurs de filtrer ceux qui viennent pour les bonnes ou mauvaises raisons, quoi. Comment est-ce que vous faites? Moi qui en ai organisé, clairement, je vais profiter de la notoriété d'une modèle pour faire venir des gens. Et puis, c'est aussi leur donner l'opportunité parce que je travaille avec des modèles, ça se passe bien, je leur propose de participer à un workshop et elles viennent. Donc, c'est aussi gage de qualité peut-être, ou en tout cas de bonne entente. Et en tout cas, moi, dans un premier temps de mes workshops, je donne comme des tâches. J'explique comment je travaille, donc je vais leur donner des petits objectifs à remplir. Ok, dans un premier temps, essayer de trouver la lumière, de placer les modèles dans un certain sens. Et des workshops où moi j'ai participé, c'est tellement libre. Et je trouve ça dommage ou pas, mais c'est moins intéressant en tout cas pour moi. Mais est-ce que, est-ce que le fait de leur donner des tâches à ces participants, est-ce que pour autant est-ce que c'est un filtre? Enfin, tu vois, tu peux tout à fait donner des tâches à des gens qui ne viennent pas pour les bonnes raisons, qui viennent juste se rincer l'œil pour 2-3 000 euros. Ils se disent, allez, 2-3 000 euros, il y a ma modèle préférée. Les règles, elles sont mises avant, donc en fait, et souvent, avant le workshop, on discute avec les modèles. Si tu vois quoi que ce soit, tu me préviens, le mec, il est dehors, qu'il est payé ou pas. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Ouais, mais bien. Et je rebondis sur ta question, de leur donner des petits objectifs. C'est un workshop, on est là pour travailler. Les mecs qui viennent, ils veulent faire des photos comme moi, donc je leur donne des tips. Et il y a des gens qui s'en foutent, ils viennent faire les photos, point barre. Et je laisse libre cours aussi pour eux. Ouais. Et toi, en workshop, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur
soit des photographes ou plutôt des participants. Alors, quand je dis des photographes, c'est les organisateurs, mais j'imagine plus souvent peut-être des participants qui ont des mauvaises intentions ou qui ne viennent pas pour les bonnes raisons. Honnêtement, j'ai vu de tout sur les, sur les workshops. Ouais. Il y a beaucoup de photographes participants qui viennent suivre le workshop du photographe organisateur pour apprendre son style de photo. Mais il y a des photographes organisateurs qui ne donnent absolument aucun conseil et du coup, ils laissent les participants avec la modèle. Donc, il alimente ça aussi finalement. Le côté venez et je fais un workshop avec des filles jolies et faites-vous plaisir, quoi. Je pense sincèrement que ça se fait. Oui, ça se fait. Oui, bien sûr, ça se fait. Pour moi, je trouve pas ça intéressant. Non. Après, à part donner l'opportunité à un photographe qui n'a peut-être pas assez de notoriété ou que sais-je, de contacter une certaine modèle, voilà, il va pouvoir faire des photos avec, mais il faut que lui ait de bonne conscience et aille d'une vraie démarche artistique. Ouais, mais je pense que personnellement, je fais une petite sélection aussi. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup des workshops, mais je fais une petite sélection avant. Je vais voir le portfolio, je discute un petit peu avec. Il y a des gens que j'ai pas acceptés sur mes événements. Alors, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu conseillais aux photographes débutants de faire des workshops, mais sinon aucun portfolio. Comment savoir? Ne serait-ce que dans une discussion. Ah ouais. Oui, la façon dont ils s'expriment par email, etc. Voilà. Et moi, ma copine, elle m'accompagne sur les workshops. Elle a aussi un œil bienveillant sur ce qui se passe. C'est un peu l'arbitre. Voilà. Je pense pas qu'il y ait eu des problèmes sur mes workshops. Et je suis conscient qu'il pourrait en avoir sur certains. Donc. Je te visais évidemment pas du tout. Je visais pas du tout tes workshops. Je sais bien. C'est plus dans la manière de travailler. Et je pense sincèrement qu'il y a des gens... Ok, il y a tel modèle qui vient et tant que vous donnez l'argent, c'est ouvert, quoi. Mais... Moi, je posais cette question-là parce qu'il y a un an, il y a une vidéo qui a circulé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a une vidéo qui a fait un peu un bad buzz, notamment sur Twitter. C'était un photographe français qui organisait un workshop dans une villa incroyable. Et donc, c'est lui-même qui se filmait. Et on le voit, il se pavane dans sa villa. Il a une dizaine de modèles. Il leur donne des fessées, etc. Et il est là et tu vois tous les participants. Et tu te dis, moi, ça m'avait choqué à mort, quoi. Non seulement parce que il agissait de la sorte, mais aussi parce que finalement, c'était ça, son outil marketing pour vendre après ses workshops. C'était regarder ce qu'on fait à mes workshops. Je n'ai pas du tout vu cette vidéo. Par contre, je n'aurais jamais accepté de participer à ça en tant que modèle. Dans les workshops, je définis toujours mes limites. Si jamais le photographe ne le fait pas, c'est moi qui vais le faire. Je n'ai pas envie qu'il commence à me photographier de tous les angles, alors que je sais que je peux pas contrôler mon image, justement, par exemple mes parties intimes. J'ai envie de garder le contrôle sur l'image. Donc c'est chacun à sa place ou alors dans le même coin. Mais c'est pas la savane où tu as 10 photographes dans chaque sens. Non, parce qu'il y en a toujours un qui va essayer de prendre des photos, l'air de rien, de prendre une photo. En schmette. Oui, exactement. En général, les photographes avec lesquels je travaille qui organisent les workshops sont plutôt compréhensifs et aident les modèles par rapport à ça. Je soupçonne l'un de mes fans d'avoir participé à l'un ou deux workshops dans lesquels j'étais modèle. Je pense qu'il était même pas du tout photographe à la base. Il a juste acheté un appareil photo pour venir faire des photos. Il n'osait pas les montrer aux photographes pour en débattre. Et il a essayé aussi de se mettre un peu dans le coin pour faire des photos en schmette. Le photographe lui a dit non, on fait pas de photos, et du coup il a sorti son téléphone. Je me suis dit c'est pas possible, et du coup le photographe organisateur s'est un peu énervé sur ce participant. Mais je trouve ça important que les organisateurs soutiennent les modèles par rapport à ça. Ouais, donc c'est typiquement une des dérives de la popularité des modèles sur Instagram aujourd'hui, où finalement, tous ceux qui te suivent aujourd'hui ne sont pas tous photographes. Non, c'est sûr. Et donc, la plupart des gens qui me suivent ne sont pas photographes et n'ont aucune idée de ce qu'est une belle photo. Exactement. Donc la majeure partie de ces gens-là, à qui on leur dit « venez à un workshop avec Miluniel, ça vous coûte autant », soit il y a une infime, à mes yeux, il y a une infime proportion de ces gens-là qui vont venir pour les bonnes raisons, en disant je vais vraiment venir parce que j'ai envie d'apprendre la photo de nu et là ça va être vraiment bénéfique. Et puis tu en as d'autres, une majorité peut-être, qui vont se dire potentiellement ça m'intéresse parce que je vais pouvoir me rincer l'œil, je vais pouvoir passer une semaine avec ma modèle préférée pour une certaine somme d'argent, on est d'accord, mais en tout cas les intentions sont pas spécialement bonnes, quoi. C'est ça que je voulais un peu pointer du doigt peut-être, que ça existe. C'est ça, ouais.
Après, c'est vraiment dommage. Oui, c'est dommage. Bah, bien Je suis sûr, Vraiment d'accord. dommage. Comment se passe la rémunération lorsqu'on est modèle de nu? Est-ce que c'est les photographes à qui tu travailles qui te paient? Est-ce que c'est toi qui vas payer les photographes pour poser pour eux? C'est quoi déjà, est-ce qu'il y a des règles? J'avoue que je n'ai jamais payé qui que ce soit pour faire des photos. Au début, j'ai fait des collaborations. Et puis, en général, c'est les photographes qui me payent parce qu'ils ont des projets particuliers à exécuter. Ils ont besoin d'une modèle et ils font appel à moi. Parfois, je suis rémunérée par les organisateurs d'événements, parce qu'il n'y a pas seulement des workshops, il y a aussi des gens qui organisent des événements où ils mettent à disposition un lieu, des modèles, et les photographes travaillent en particulier avec une modèle, puis une autre, puis une autre. Ok. Comment ça se passe la rémunération? Donc c'est plutôt les photographes qui te paient directement. Donc ta source de revenus, c'est via les photographes. Ce sont généralement les photographes qui me payent. Parfois les magazines pour lesquels je travaille. Ok. Et du coup, je te pose la question à toi aussi. Comment est-ce qu'on peut vivre? Est-ce que c'est facile d'en vivre? Et comment est-ce qu'on peut vivre? À qui on peut vendre ces photos de nu? Donc moi, je n'en vis pas. Ça, c'est une première chose. J'essaye de... grâce à Patreon, j'ai quelques rémunérations qui me permet de payer mes services sur Internet, en fait, d'avoir un Vimeo Pro, un Dropbox Pro. Et pour moi, c'est largement suffisant. Si je pouvais avoir un peu plus pour acheter du matériel, ça me ferait plaisir, ou ne pas dépenser de l'argent dans des shoots, ce serait un plus. Et je ne cherche pas vraiment à en vivre non plus, donc voilà, je suis pas vraiment légitime pour en parler. Maintenant, est-ce que tu connais des photographes qui ne vivent que de nu, donc qui n'ont absolument aucune activité photographique à côté, du style mariage ou autre? Pas personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui font du nu et qui font leur démarche artistique. Et puis sur le côté, font des mariages, par exemple, ou des événements qui les intéressent moins. Mais voilà, ça rapporte de l'argent. C'est des boulots alimentaires. Voilà, c'est des boulots alimentaires. Moi, je n'ai pas besoin de ça et je me concentre concrètement sur ce que je veux faire. Ça me convient très bien. Mais je pense que ouais, ça dépend avec qui on travaille, en fait. J'ai déjà été pas mal en contact avec des marques de lingerie. Ben là, c'est directement un travail payé par la marque de lingerie. Et ça c'est des contrats qui payent bien ou ça reste... Pas pour moi. Pas pour moi, personnellement. Et en plus, je suis plus content de faire les photos que... Ça reste plutôt un échange de bons procédés, quoi. Ouais. Encore une fois, parce que j'ai à manger sur le côté. J'ai pas vraiment la démarche de rémunération derrière. Même si je devrais peut-être avoir un peu plus de temps en temps, sur certains projets. Mais ouais. Tout à l'heure, tu parlais de cette fameuse couverture que tu as fait avec Miluniel. Est-ce que tu as été payé pour cette couverture? Non. Et j'étais plus content de faire partie du magazine, qui est un magazine qui va chercher à promouvoir les photographes et les modèles et la démarche artistique, où j'ai déjà été pas mal publié sur le site internet. Et pour moi, j'étais juste content qu'ils me proposent d'être imprimé dans leur magazine et en plus en couverture. Donc là, j'étais vraiment content. Et on en a déjà parlé, mais les magazines Playboy m'avaient demandé des photos gratuitement. Là, j'étais pas d'accord. À cause de leur notoriété, quoi. Ça n'a pas notoriété. de sens. Et puis, dans Youm, par exemple, il n'y a aucune pub. C'est simplement une démarche qui tente à promouvoir les photographes, à leur faire... Un magazine indépendant, quoi. Ouais, voilà. Et il n'y a pas de pub. Ces gens-là ne gagnent pas spécialement d'argent avec le magazine. Donc, je suis d'accord de partager mes photos. Et des magazines comme Playboy, voilà, me demander des photos gratuitement, je n'étais pas trop d'accord. Et malgré que j'aurais bien voulu être publié dans Playboy. Bien sûr, ouais. Mais bon, il faut respecter pas le travail aussi, quoi. Débile non plus. Et est-ce que tu penses qu'en insistant un peu auprès de Youm, tu aurais pu peut-être te faire payer? Je pense pas. Tu penses qu'ils payent personne, quoi, que c'est leur ligne... C'est leur ligne directrice. Ils payent pas les photographes. Ces gens-là sont en contact avec des photographes partout dans le monde. Ils demandent des sets. Voilà, on aimerait bien imprimer un magazine. On aimerait bien te publier dedans. Est-ce que tu as un set à proposer? C'est pas rémunéré et on ne se fait pas spécialement d'argent derrière. Donc, moi, je trouve la démarche vraiment cohérente. Donc, je partage mes photos. Mais des magazines qui vont se faire de l'argent sur mon dos, j'estime que j'ai droit à ma part du gâteau aussi. Bien sûr. Miluniel, tu confirmes que c'est galère de se faire payer par des magazines? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Julien a dit. Ça m'a fait plaisir aussi de faire partie du magazine Yume qui me soutiennent depuis mes débuts et qui ont vraiment une démarche plus artistique et
qui sont dans la gentillesse. Ils n'essayent pas de se faire de l'argent sur le dos des artistes. Par contre, je n'ai pas le problème quand, par exemple, quand les magazines Playboy me demandent des photos, ils me rémunèrent pour le travail. J'ai pas le même problème. On m'a jamais demandé des photos gratuites pour ce genre de magazine. C'est ça. Mylène, si jamais un jour tu voulais changer de carrière et ne plus du tout être associé au milieu de la photo de nu, comment est-ce que tu ferais? Parce que typiquement, comme tu vas dire, tu as des photos de toi qui circulent partout. Est-ce que déjà tu peux contacter des photographes avec qui tu as bossé et leur demander de virer ces photos de leur site, ou ça se fait pas, ou vous avez un contrat peut-être qui t'interdit de faire ça? Honnêtement, j'ai des contrats qui m'interdisent de faire ça, clairement. Mais je pense que je suis en paix avec moi-même par rapport à ça. Et si j'ai besoin de justifier cette partie de ma vie, j'ai pas envie de la cacher, j'ai pas envie de la supprimer. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon évolution aussi. Si un jour j'ai envie d'arrêter le nu, j'arrête le nu, mais je vais pas supprimer tout le contenu qui a été créé auparavant. Est-ce que tu penses qu'il y a des carrières potentielles, des métiers qui seraient incompatibles avec ton passé si jamais tu devais changer ou pas? Oui, probablement. On a déjà cité par exemple l'enseignement, mais bon, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai une amie australienne qui a eu beaucoup de problèmes avec sa boîte. C'était une grosse multinationale, je ne sais plus le nom, mais de toute façon ce n'est pas très important. Elle était comptable pour cette boîte et ils ont découvert qu'elle avait fait des photos pour Playboy, des photos de charme, etc. Et ils l'ont menacée de la virer. Elle a engagé un avocat et finalement ils ont pu la garder. Enfin, elle a pu garder son travail, pardon. Mais elle est partie parce qu'il lui menait la vie dure. Et je pense qu'effectivement, il y a des métiers qui sont incompatibles avec ce genre de carrière. Mais moi, j'ai plus envie de me lancer dans une carrière artistique, photographique, je ne sais pas trop encore. Du coup, ça ne me dérange pas du tout d'avoir ce genre de passé. Ouais. Dans le milieu audiovisuel, on parle beaucoup actuellement du male gaze. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'expression. Le male gaze, c'est le fait de représenter la femme avec un regard d'homme, tel un objet de désir, comme si l'homme hétérosexuel était le seul spectateur qui comptait. Donc c'est une image de la femme qu'on retrouve dans la culture populaire déjà depuis une 50aine d'années. Et donc pareil, en préparant cette interview, je suis tombé sur une citation de Clarence Edgard Rosa, fondatrice du Gaze Magazine, qui explique que, selon elle, le male gaze est l'un des résultats d'une société sexiste dans laquelle les décideurs sont trop souvent des hommes et où les femmes sont avant tout considérées pour leur attrait physique. Pour répondre à ça, donc, on commence à entendre de plus en plus parler du female gaze, montrer le corps féminin, l'expérience féminine, la sexualité féminine à travers un regard féminin et utiliser ce point de vue comme un outil pour l'égalité des genres et l'émancipation de la femme. Du coup, je m'adresse à tous les deux ici, car j'aimerais avoir votre avis à chacun sur la question. Est-ce que vous pensez que finalement la photographie de nu, la photo boudoir, etc., dans son état le plus populaire aujourd'hui, est un vecteur du male gaze? J'ai envie de dire oui, clairement. Et j'ai l'impression que moi, en tant que fille, j'en ai profité aussi, d'une manière à être rémunérée pour ça. Cela dit, je trouve ça super intéressant que maintenant les filles... Enfin, je suis un peu féministe, pas extrémiste non plus. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'elles commencent à prendre un peu plus le pouvoir, à montrer des images différentes, plus de variété, un regard... Pardon, je ne sais pas trop comment m'exprimer. Bienveillant. Oui, bienveillant, c'est vrai. Mais je pense la majorité de notre public, c'est des hommes. Même si j'ai beaucoup de messages de femmes aussi qui apprécient mon travail, ne serait-ce qu'en commentaire ou en message privé. Déjà, le fait que ma copine apprécie mes photos, c'est un plus pour moi. Donc, ça montre bien que ce n'est pas que pour un public masculin. Et je me ferme pas du tout à ne faire que pour l'homme. Au contraire, en fait, je préférerais être apprécié par un public féminin que par un public masculin, honnêtement. Et d'un autre côté, tu parles que les modèles ont beaucoup un regard... elles vont faire attention à leur image. Et il y a toute une grosse partie aussi qui en joue dans l'autre sens. Genre pour se faire rémunérer sur les OnlyFans où elles vont simplement prendre des photos d'elles dans leur douche et il y a un plus gros public qui va apprécier ce genre de photos. Et nous, où on a une démarche artistique, on a plus de mal à faire partager nos photos et les faire apprécier comme elles sont pour ça. J'adore les photos artistiques, mais ça ne marche pas du tout sur Instagram, par exemple.
J'ai 95% d'abonnés qui sont hommes, donc ça montre clairement qu'ils sont juste là pour me mater. Donc forcément, même si ça m'énerve un petit peu de temps en temps, j'en joue pour pouvoir gagner de l'argent par rapport à ça. Donc tout ça est finalement contradictoire un peu dans un sens. C'est un peu contradictoire parce que moi j'aimerais beaucoup montrer une image plus artistique, qui me correspond plus. Et au final, je suis toujours partagée entre le fait de devoir plaire au plus grand nombre pour pouvoir en vivre, ou alors plaire à moins de gens et de ne pas pouvoir en vivre. Et c'est compliqué de jongler entre les deux. C'est toujours un débat interne que j'ai. Je ne sais pas trop comment le gérer. Dans votre travail à tous les deux, on ressent quand même une certaine forme de sensualité, de désir, et ça se ressent assez fort. Est-ce que vous pensez que dans la photo de nu aujourd'hui, serait tout à fait envisageable d'avoir de la photo qui inclut cette notion de sensualité et de désir, mais avec un female gaze, avec un regard féminin? Bien sûr, oui. Je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. Il y a beaucoup de photos, peut-être pas nues, mais un peu plus cachées, qui donnent tout autant de sensualité. Il y a beaucoup de photos, ça c'est pas mon style, plus celui de ma compagne, on va dire, mais de photos un peu plus de vie, des photos qui auraient été prises au dépourvu de quelqu'un qui se fait un café. Voilà. Il y a beaucoup de photographes qui font ça et des magazines qui tournent que là-dessus. Et c'est un peu moins sensuel, on va dire. Enfin non, en fait, ça dépend de quel regard on a. Mais... Donc je suis une femme hétérosexuelle, mais j'adore quand même le corps de la femme, la façon dont on peut le mettre en valeur, comme dans les peintures de la Renaissance. J'aime l'art en général, pas seulement la photo, et je vois qu'il y a toutes ces peintures qui pourraient être refaites en photo, qui pourraient super bien donner. Je pense que ça en a peut-être un peu le male gaze. Le male gaze. Parce que l'art de la Renaissance, on est à fond dans le male gaze. Oui, quoi, là. Mais moi, ça me plaît aussi. Donc, je dirais que c'est pas seulement pour les hommes, ça peut plaire aussi aux femmes. Cela dit, j'aime aussi les photos qui sont beaucoup plus naturelles, plus détendues, les photos du quotidien. Et dans quelle mesure est-ce que tu penses que des photos très sensuelles et sexy pourraient aider certaines femmes à s'émanciper, par exemple? Je pense que le fait de se voir soi-même sous cet angle-là, ça peut donner plus de confiance en soi. Il y a beaucoup de modèles, je te coupe, mais il y a beaucoup de modèles qui, grâce aux photos, ont pris beaucoup de confiance en elles. Il y a une modèle, Michelle, qui vient d'Australie et qui m'a contacté parce qu'elle avait du mal avec son image. On a fait des photos et maintenant, elle n'est plus du tout gênée de ça. Et elle se sent très bien dans sa peau. Je pense que c'est ce que tu veux. Je pense que j'ai commencé pour ça d'ailleurs. Mais ce qui est bizarre, il y a pas longtemps, quelqu'un m'a posé la question est-ce que le fait d'être modèle te donne confiance en toi? Et en fait, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Parce que avec les réseaux sociaux, on ne peut pas s'empêcher de se comparer l'une à l'autre. On se dit toujours mais il y a ça qui va pas, et elle a ça. Enfin... Et puis, on est critiqué non-stop. Du matin au soir par des hommes, par des femmes. Enfin, c'est un peu embêtant. Pour ce qui est des images, j'aime bien aussi le fait d'être naturel, nu, spontané. J'aime bien le fait d'être nudiste, en fait. Je crois que la nudité ne doit pas être sexualisée à chaque fois. Et j'adorais le travail de Salimane qui photographiait sa famille sans filtre. On voit ses enfants jouer à poil à gauche, à droite, et c'est tout à fait normal. Désacraliser le nu, quoi. Oui, c'est ça. Parce que je joue de la photo de nu glamour, mais j'aime beaucoup la photo brute, qui montre la réalité telle qu'elle est, sans essayer de montrer les plus belles courbes avec la plus belle lumière, mais juste de montrer les choses telles qu'elles sont. Je connais pas la photographe dont tu parles, mais ça me fait un peu penser à la photographe Maud Chalard, je sais pas si vous connaissez, qui est une photographe française. J'adore son travail parce que c'est vraiment une ode au corps, quoi, au corps nu de la femme précisément. Et jamais il y a cette notion d'objet de désir où il y a une part de sensualité, mais c'est jamais il y a pas ce côté sex appeal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un photographe belge avec qui j'ai déjà travaillé, c'est Lucas Martin. Je connais pas. Et c'est un peu plus
freiné, on va dire, ces derniers temps. Mais lui, il recherche justement ce que j'ai dit défaut tout à l'heure, mais c'est pas un défaut, c'est juste le naturel. Et il va photographier les cicatrices, il va photographier les rides et d'une femme en lingerie ou nue, et il va chercher ça, lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Julien, tu m'expliquais avant l'interview, et tu l'as vite fait aussi mentionner tout à l'heure, que tu regrettes que les gens qui commentent tes photos sur Instagram le font trop souvent parce qu'ils trouvent la modèle sexy finalement, et qu'ils mettent pas avant tout, ils mettent pas le doigt sur la beauté du cadrage, la beauté de la lumière, ton travail quoi, en quelque sorte. Mais est-ce que finalement, en créant des photos aussi sensuelles et suggestives, est-ce que tu leur tends pas finalement un peu la perche? Bien sûr que c'est tendre la perche, mais voilà, quelque part tant mieux pour la modèle. Elle est récompensée de sa performance, on va dire. C'est tendre la perche, effectivement, mais voilà, quand moi je vais voir mes photographes sur les réseaux, je vais toujours commenter parce qu'il a fait un bon travail, et je vais pas commenter le travail de temps en temps, le travail de la modèle, évidemment, mais pour moi, c'est trop souvent, voilà, elle a des belles fesses, elle a des beaux seins, elle a une belle courbe. Je trouve que c'est un et surtout quand on connaît les démarches derrière, de trouver la modèle, trouver l'emplacement, y aller, les faire. Pour une photo, c'est peut-être 1 heure de retouche pour simplement avoir un commentaire belle fesse. Voilà. Je suis un peu des fois déçu. Maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'en ai fait le deuil. Je vais juste supprimer les commentaires qui sont trop pervers ou trop trash, quoi. Dégradants. Ça, déplacé. Je me fais un peu le modérateur de mon compte. Ouais. C'est pas quelque chose que je veux sur ma page. Il y en a sûrement encore, mais je fais le petit modérateur sur la photo. Ouais. La dernière postée, évidemment. Et toi, Méluniel, parlons de ton shoot avec Playboy. On l'a mentionné tout à l'heure. C'est notamment un shoot ou plusieurs shoots que tu as fait avec une photographe, Cassandra Keys. Ok, je n'étais pas sûr de la prononciation. Du coup, j'ai été voir le reste de son travail parce que le sujet du male gaze et du female gaze m'intéressait. J'ai été voir son taf. Et là, on est clairement, je trouve, sur de la Playboy touch, quoi. Je sais pas comment le dire. Ça reste du male gaze malgré tout, malgré le fait que ce soit une photographe fille qui est... C'est une photographe femme, oui, mais elle est engagée par Playboy et elle doit travailler pour eux et l'image du magazine. Donc forcément, elle a moins C'était ma question, en fait. Est-ce que tu penses que ce côté male gaze, malgré tout, via une photographe femme, c'est pour les besoins du client, quoi? Quand on travaille pour Playboy, ça doit respecter l'image Playboy. C'est ça, ouais. Qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Et tu penses que cette même photographe, pour un shooting pour un autre client, ou peut-être pour un projet perso à elle, le shoot ou l'image finale aurait été différente, tu penses? Je ne suis pas sûre parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment spécialisée là-dedans et que c'est son habitude. Elle travaille aussi pour le magazine, je ne sais pas trop bien comment ça se prononce, Met Art, okay. Qui est aussi qui ressemble un petit peu à Playboy. Et je pense qu'elle a vraiment l'habitude de prendre ce genre de photos. C'est devenu logique pour elle. Ok, mais il y a d'autres photographes femmes avec qui tu as travaillé et dont l'approche artistique ou peut-être même directrice était différente? Oui, tout à fait. C'est comme quand j'ai travaillé avec Céline Andrea dont on parlait tout à l'heure. Là, on essaye d'être créative ensemble, d'amener une autre dimension à la photo, quoi. Oui, tout à fait. Ce n'est pas... En fait, quand on travaille pour Playboy, on sait ce qu'on doit faire. Ouais, c'est ça. Et on a vraiment une liste de choses à faire. Surtout que en général, on fait de la vidéo aussi. Donc, dans les photos, c'est toujours... On commence habillé, on commence à se déshabiller petit à petit. En fait, on fait un striptease et puis après, on finit nu et on essaie de séduire un peu la caméra. Et c'est toujours comme ça. Donc, là aussi où j'essaye de comprendre finalement la contradiction, c'est que d'un côté, c'est un peu frustrant, si je comprends bien, de devoir travailler pour des magazines comme Playboy qui ont un male gaze à 100%, mais d'un autre côté, c'est ultra gratifiant pour la modèle de poser pour Playboy parce que c'est un magazine ultra connu. Oui, donc, ça c'est contradictoire. C'est très contradictoire, mais du coup, c'est quoi? Vous êtes un peu soumise au joug de Playboy qui est en fait numéro 1 et il n'y a rien à faire. Si tu veux réussir, si tu veux faire carrière, tu dois passer par Playboy. Je pense que maintenant, c'est fini. Enfin, c'est mon... Un peu moins. Mais je pense que ça a toujours un impact parce que quand les photographes amateurs avec lesquels je travaille ont appris que j'avais travaillé pour Playboy, ils se sont dit « Oh, elle a travaillé pour Playboy, ouais, on va l'engager. » Et c'était plus pour ça, en fait, que je l'ai fait.
Mais il y a un petit côté... on est content d'avoir fait ça, mais on sait très bien que c'est fait pour séduire les hommes. C'est ça, ouais. Ok. Vous connaissez peut-être tous les deux la modèle belge Marissa Papen. Ouais, bien sûr. Qui a déjà défrayé la chronique à plusieurs reprises, notamment pour avoir posé nue dans des lieux de culte. Marissa Papen, c'est un cas qui m'intrigue et que j'admire pas mal, je dois l'avouer, car elle utilise son corps comme une activiste, que ce soit pour sensibiliser au réchauffement climatique, pour dénoncer les institutions religieuses toutes puissantes, ou voire même pour prôner la diversité, ou encore pour désacraliser le corps nu. On en revient. Sur son site, j'ai été voir hier, sur son site, elle écrit d'ailleurs ceci: mon corps est sexuel lorsque je veux qu'il soit sexuel, mon corps est politique lorsque je veux qu'il soit politique. Est-ce que ça t'inspire, Je suis tout à fait d'accord avec elle et j'adore son travail et je la suis régulièrement aussi. J'aimerais avoir son courage, mais je ne l'ai pas. Je suis un peu trop timide pour faire ce genre de choses. Je n'oserais pas prendre le risque de me faire arrêter à Israël ou autre part. J'ai pas envie de finir en prison en Égypte. Non, mais c'est clairement courageux, on est d'accord. Mais j'adore ce qu'elle fait et je la suis à 100%. Une autre raison pour laquelle elle m'intrigue, c'est la suivante. À la base, elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Moi, je me souviens que je l'ai découverte quand j'étais en Nouvelle-Zélande ou en Australie en 2014-2015. Et elle a très, très vite gagné en popularité, à tel point que, du coup, elle a été publiée dans de nombreux magazines. Elle a fait des couvertures Playboy dans tous les sens. Mais depuis 1 an ou 2, voire peut-être même plus, on la voit plus trop sur les réseaux sociaux, notamment parce que chaque fois, on a l'impression qu'elle se fait bannir d'Instagram. Elle est carrément bannie, voilà. Et malgré tout, on dirait qu'elle continue à être engagée pour des shoots ci et là. Et toi, Miluniel, tu m'avais dit, quand on préparait cette interview, que si jamais un jour tu devais être banni d'Instagram, ce serait beaucoup, beaucoup plus difficile d'un point de vue professionnel et de dégoter des contrats. Oui, parce que pour moi, clairement, la plupart de mes contrats viennent d'Instagram. Malheureusement, quand j'ai commencé, c'était beaucoup des sites comme Model Mayhem, etc. Et avec la notoriété d'Instagram, c'est devenu de plus en plus vers cette plateforme que les gens se tournent. Et je trouve ça vraiment dommage, mais si maintenant mon compte se fait supprimer et que je recommence depuis le début, les gens ils me voudront plus m'engager, ils vont m'oublier. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai. C'est l'impression que tu en as, mais du coup, tu penses vraiment qu'Instagram est impératif aujourd'hui pour qu'un modèle puisse gagner sa vie ? Si on n'est pas en agence, oui. Ouais. Je pense que c'est le cas pour un peu tout le monde maintenant, et c'est pas forcément une bonne chose, je pense. Et moi, c'est pareil. J'ai un certain nombre de followers et je m'en tracasse très peu en vrai, mais c'est clairement une image. Et des fois je contacte des marques de lingerie ou des modèles et je pense que ça en joue, si c'est certain, mais je trouve ça dommage, ouais. Tu as vite fait mentionner, enfin vous avez tous les deux mentionné le site OnlyFans. Toi, tu as créé un compte récemment, ou tu vas le créer, je pense ? Je vais le créer, okay. Mais je suis en grand conflit avec moi-même par rapport à tout ça. Eh bien, parlons-en de ce conflit, parce que moi, c'est un sujet qui m'intrigue absolument. Et encore une fois, j'adore les contradictions et je trouve que c'est un réseau plein de contradictions. Parce que finalement, les gens qui vont aller payer pour avoir accès à ton OnlyFans, est-ce que ce sont des gens... qualitatifs ? Bon, le qualitatif, le terme est peut-être mal choisi, mais ça dépend ce qu'on y met. Voilà, mais on connaît les intentions de ces gens-là. Et tu expliquais que tu avais un problème avec ces gens-là, justement, mais du coup, c'est ça la contradiction. On sait que c'est un revenu non négligeable. C'est pour ça que j'avais commencé avec Patreon. Sur Patreon, j'ai commencé à publier les photos que je ne pouvais pas publier sur Instagram, tout simplement parce que Instagram me supprime tous mes nus, même s'ils sont censurés. Donc j'ai commencé à saisir cette opportunité et à les poster sur Patreon. Donc ce sont des photos que je suis fière de présenter et dont je n'ai pas honte, on va dire. Par rapport à OnlyFans, j'étais vraiment sur la réserve parce que je sais que ça a une grande connotation sexuelle et c'est pas du tout ce que je veux faire. Mais j'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'en fait j'allais considérer OnlyFans un peu comme Playboy. Ne pas aller trop loin, mais séduire. Ok, très bien. Toi, tu as un compte OnlyFans ou pas ? J'ai pas de compte OnlyFans, mais j'y pense parce que je suis également sur Patreon, où j'ai plus une démarche de également poster mes photos qui sont non censurées. Donc c'est exactement les mêmes photos, mais non censurées que sur Instagram. Et j'en suis très fier aussi. Il y a quelques vidéos
derrière le photographe pendant que je fais les séances. Behind the scenes, ouais. Voilà. Et il y a beaucoup de vidéos où on me voit, où on voit mon écran pendant que je retouche. Donc, voilà, les gens qui viennent me suivre sur Patreon, ils ont plus une démarche pour apprendre à retoucher ou voilà, connaître un petit peu la vie du photographe que pour mater, on va dire. C'est ça. Et je compte peut-être ouvrir un compte OnlyFans parce que Patreon, c'est un système d'abonnement au mois, en fait, où sur le mois, on a accès à tout. Et si je poste rien pendant 2 mois, ben celui qui paye va payer pour rien, en fait. En fait, t'es obligé de délivrer quelque chose tous les mois ou pas? Oui. Non, on n'est pas obligé. C'est juste que C'est celui mieux. qui paye, Si tu veux gagner de l'argent, c'est mieux, quoi. celui qui va me payer, je sais pas, $15, je sais même plus c'est quoi mes prix, mais $15 pour attendre un certain contenu. Si moi, j'en poste pas, ben, il va être déçu. Et il va se désabonner. Il va se désabonner. Et le compte OnlyFans permet l'option de faire payer un article ou une photo ou une vidéo Ok. que Patreon n'a pas encore, peut-être. Oui, je trouve que c'est un avantage. Et c'est aussi. clairement un avantage où moi, je pourrais, par exemple, pour mon cas, poster une vidéo de retouche photo, pardon, et celui que ça intéresse l'achète, point barre. Donc Que c'est sur quand même Patreon, finalement... c'est un système d'abonnement. Mais donc c'est finalement plus rémunérateur Patreon que OnlyFans, Je vu que dirais c'est l'inverse. régulier. Ah ouais? Pour celui qui a du contenu régulièrement, Patreon est très bien et va offrir à celui qui prend l'abonnement une galerie beaucoup plus ouverte. Et sur OnlyFans, il y a cette option-là, mais il y a aussi l'option à acheter à la pièce, on va dire, qu'il n'y a pas encore sur Patreon, qui n'a pas ou pas encore. Je ne sais pas s'il compte le développer. Mais c'est Ok. c'est le pourquoi je pourrais ouvrir une page OnlyFans, oui. Mais comme Miluniel l'a dit, c'est une grosse connotation sexuelle. Ouais. À cause des modèles qui y sont, ou à cause des filles qui y sont, qui sont pas forcément modèles, mais... Ou à cause des gens qui y sont. Et des gens qui qui achètent. Exactement. C'est surtout à cause des gens qui achètent. Je pense qu'il faut être sans filtre et expliquer ce qu'il y aura... expliquer le contenu qu'il y aura sur la plateforme et qu'on ne va pas montrer du porno. Clairement, ouais. Bon, ben, très bien. Nous, chez Blue Hour, on n'est pas sur OnlyFans, mais on est sur Patreon. Donc, si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, il y a de chouettes rémunérations et comment est-ce qu'on dit ce qu'on offre en échange. Tiers, Des je tiers. sais Des pas. tiers, ouais. Voilà, bref. Allez jeter un œil sur le site Patreon Blue Hour. Vous allez voir, ça pourrait vous intéresser. En tout cas, merci à vous deux. Merci pour votre temps. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Moi, @miluniel, je suis sur Instagram, sur Twitter, sur bientôt OnlyFans, sur Patreon, et un peu partout. Miluniel, très bien. Et moi, c'est @Julien LRVR. LRVR. Un peu partout aussi. C'est la même chose. Parfait. Eh bien, un tout grand merci à vous deux. Merci à toi aussi. Merci à pour vous. l'invitation. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça aide beaucoup à la visibilité. Vous pouvez retrouver les photos qui illustrent cet épisode sur le site du podcast bluehour.club et je vous dis à la prochaine. Ciao.